Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78. Et en ce 31 janvier, nous allons cuisiner ensemble. Bonsoir tout d'abord à Sylvie Kempler. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes professeur de cuisine, vous donnez des cours dans votre atelier, à plaisir donc. Tout à fait. Pour les petits et pour les grands, et vous allez nous en parler dans un instant. Plaisir justement, c'est la commune où est installée l'entreprise Le Nôtre. Le Nôtre où travaille notamment Thibaut Ruggeri, c'est le nouveau Bocuse d'Or. Et vous le savez si vous étiez avec nous hier à la même heure, nous avons découvert ensemble le palmarès de cette Olympiade de la gastronomie et les réactions de Thibaut Ruggeri. Ce sera dans un instant dans cette édition du 7-8. Pour le moment, voici les titres, les principaux sujets en images. La mobilisation des agents de la fonction publique dans l'éducation nationale, un mouvement peu suivi dans les Yvelines, seulement 18% de grévistes. Nous avons fait le point sur l'agglomération. La France, je vous le disais, a remporté le Bocuse d'Or 2013 des Jeux Olympiques de la cuisine, trophée empoché par Thibaut Ruggeri, chef adjoint de la création salée chez Le Nôtre, à plaisir. En football, 32e de finale de la Coupe de France, les féminines de Montigny-le-Bretonneux sèchement battues par le PSG 9-0, la logique est respectée. Les filles se concentrent maintenant sur le maintien en championnat de 2e division. Et puis l'affaire Gaston Dominici revue et peut-être corrigée par les étudiants en droit de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. L'association Juriste Tribune propose tous les ans une reconstitution de procès et ils seront d'ailleurs en plateau avec nous tout à l'heure. Et puis dans une demi-heure, la chronique de l'écho avec Claire Cambier. Bonsoir Claire. Bonsoir Wilfried. Ce sera le rendez-vous écho, votre premier rendez-vous écho. Bienvenue au sein de la rédaction de TV Fil 78. Il y aura 2 thématiques développées ce soir. Ravi de vous rejoindre aussi. Effectivement, nous aborderons 2 sujets, tous 2 liés à la création d'entreprises. Alors tout d'abord, le microcrédit. Pour cela, nous recevrons la responsable Yveline de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Cette association lance du 4 au 8 février la semaine du microcrédit en partenariat avec la Chambre des métiers. Et puis nous enchaînerons sur le concours talent de la BGE qui récompense les créateurs d'entreprises. Merci Claire et donc à tout à l'heure en seconde partie d'édition du 7-8. Et je vous le disais en titre mobilisation donc dans la fonction publique aujourd'hui, la première depuis l'élection de François Hollande du socialiste. Principale revendication, les salaires et les enseignants aussi étaient dans la rue. Reportage. Grève des fonctionnaires ce jeudi dans les Yvelines dans l'éducation nationale. Au total, seulement 18% du personnel était en grève. Ils réclament une hausse de leur salaire et protestent contre la suppression de postes. C'est la première grève menée par la CGT, FSU Solidaire, depuis le début du quinquennat de François Hollande. C'est la première, c'est une façon de prendre date sur la défense des services publics qui ont été très malmenés ces 10 dernières années et qui, en dehors de l'éducation, continuent à l'être dans le projet de budget. La grève est peu suivie dans l'agglomération. La plus grande mobilisation se situe à Trappes. Au total, 7 écoles ont fermé, 4 maternelles et 3 primaires. À Voisins-le-Bretonneux, seule l'école de la Pépinière n'a pas ouvert ses portes ce matin. Dans les autres communes, les établissements étaient ouverts, mais certains services ne sont pas assurés. À la Verrière, il n'y a pas de garderie, de restauration ni d'animation dans les écoles du Bois de l'Étang et du parc élémentaire. Le service minimum est en revanche mis en place à Montigny-le-Bretonneux car 25% d'enseignants sont grévistes. Les fonctionnaires étaient 5,2 millions à être appelés à la grève ce jeudi, à travers 120 points de rassemblement. Et le gouvernement qui a annoncé au cours de la journée qu'il n'y aurait pas de revalorisation générale des salaires de prévu. La phrase du jour du 7-8 qui va s'afficher dans un instant, elle est signée du président du Conseil général des Yvelines, mais aussi du député maire de Versailles et des présidents des chambres de commerce des Yvelines et de Paris. Il s'exprime à propos du Grand Paris Express, ce futur super métro. Il convient d'ores et déjà de s'orienter vers une solution de type métro léger. La réalisation de ce système de transport, beaucoup moins coûteuse, doit pouvoir être étudiée dès 2013. Et cette phrase, cette citation est extraite d'un courrier à destination de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre doit d'ici 3 semaines rendre les arbitrages sur l'ordre de priorité de ce projet de 200 km de ligne et de 72 nouvelles gares. Les élus locaux qui craignent de voir les réalisations dans ce secteur des Yvelines repoussées à au-delà de 2030. Ils demandent donc une solution plus légère mais surtout plus rapide. Nous reviendrons sur ces informations au cours de nos prochaines éditions au début de la semaine prochaine. Mais maintenant, je vous l'avais promis, place à la cuisine. Est-ce vraiment si facile? Et c'est la première invitée de ce soir qui va nous le dire. Sylvie Kempler, vous êtes donc professeure de cuisine à plaisir. Vous y avez ouvert en décembre dernier un atelier et votre leitmotiv, c'est la cuisine, c'est facile.
Est-ce que c'est vraiment si facile la cuisine? Mais tout à fait. Tout à fait. Il suffit de prendre les choses dans le bon sens et tout marche très bien. Et c'est ce que je veux faire comprendre à mes élèves dans les cours, c'est qu'avec des bons produits de saison, on peut faire des résultats magnifiques. Alors peut-être pas aussi techniques que ce qu'a fait Thibaut Ruggieri, oui. Mais on arrive quand même à des très belles choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, et on le voit aussi avec les différentes émissions de télé, que la cuisine, véritablement, c'est facile. Mais ça reste un métier, ça s'apprend également. Par exemple, votre formation. Alors, j'ai un CAP de cuisinier, j'ai travaillé en restaurant et chez un traiteur. Et tous les jours, je fais des nouvelles recettes, ou moi, j'essaye de faire des nouvelles recettes d'après des grands chefs, parce que mon autre toc, c'est de corriger leurs livres et de réécrire leurs recettes. Donc, j'ai plein d'idées dans la tête et je me rends compte qu'on peut rendre les choses très simples à notre niveau pour le quotidien. Par contre, par exemple, si vous avez toujours été dans ce milieu de la gastronomie, ce qu'on peut peut-être mentionner aussi, c'est que c'est une reconversion un petit peu professionnelle que vous avez menée. Tout à fait. J'ai été historien de l'art au départ, puis éditeur. Et bon, tout est lié. Quand on aménage une assiette, quand on la présente, c'est un tableau. Et quand on regarde des produits sur un étal, c'est aussi un tableau. On voit quelques images de vos ateliers, justement. On découvrira ce reportage dans quelques instants. Vous me disiez, avant de débuter cette émission, dès l'âge de 15 ans, vous auriez eu envie, justement, de vous lancer dans cette profession. Tout à fait. Mais bon, à l'époque, c'était pas très courant d'avoir des femmes en cuisine. C'était un peu passé de mode, parce qu'il y avait eu les mères entre les deux guerres. Et maintenant, ça revient et j'en suis ravie. Et je suis heureuse aujourd'hui de transmettre. C'était une frustration pour vous, justement, de ne pas pouvoir être justement derrière les fourneaux? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je suis ravie d'avoir pu faire cette carrière. Et alors, le déclic s'est fait comment? Pardon? Le déclic s'est fait comment? À quel moment vous vous êtes dit, bon, ça y est, je le sais, j'ai envie, je veux que ça change? Ah bah, j'avais toujours eu envie. Je me suis retrouvée au chômage. Et grâce à mon mari, j'ai pu passer mon CAP de cuisinier parce qu'il m'a soutenue dans mon projet. Il m'a dit, va faire ce que tu as toujours voulu faire, va faire ta passion. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ces ateliers qui sont donc ouverts du côté de Plaisir. On va parler des cours que vous dispensez. Et si l'on parle cuisine ce soir, c'est aussi bien évidemment car la France a remporté le Bocuse d'Or 2013, ces Jeux Olympiques de la cuisine lancés en 1987 par le grand chef Paul Bocuse. Un trophée qui a été empoché par Thibaut Ruggieri, le chef adjoint de la création salée chez Le Nôtre à Plaisir. Sa réaction recueillie ce matin par Catherine Zulato. Champion olympique de cuisine, c'est ainsi que l'on peut appeler aujourd'hui Thibaut Ruggieri, chef adjoint de la création salée chez Le Nôtre à Plaisir, qui vient de décrocher le Bocuse d'Or. C'était ce mercredi soir à Lyon et ce jeudi matin au téléphone, la voix un peu éraillée par la nuit qu'il vient de passer et que l'on devine longue, Thibaut Ruggieri savoure son prix. On a partagé ça, c'était important de faire la fête avec tous les compatriotes et tous les candidats et tous ceux qui ont cru et qui nous ont supportés depuis hier 18h. C'est des photos, des interviews. C'est autre chose, mais ça fait partie du deal. Donc une immense joie, une immense fierté, sachant qu'il y avait une grosse responsabilité de représenter la France. Donc vraiment extrêmement content et énormément d'émotions pour moi et toute l'équipe qui était de chez Le Nôtre avec qui j'ai fait les plats qui m'ont aidé d'une manière exceptionnelle. Cette compétition du Bocuse d'Or existe depuis 1987. Elle réunit tous les 2 ans 24 chefs du monde entier. Thibaut Ruggieri a remporté ce prix sous les yeux de son coach, Fabrice Prochasson. Le jeune homme a découvert la cuisine à l'âge de 11 ans en inventant, comme il l'a appelé, son gâteau poubelle, une sorte de 4 quarts. Une inventivité aux apparences toutes simples qu'il a donc menée aujourd'hui au sommet. Le dernier Bocuse d'Or pour la France remonte à 2007. On parlait des femmes en cuisine tout à l'heure, on ne s'est pas mentionné dans le reportage, mais on peut le préciser. La commis de Thibaut Ruggieri était la seule femme de la compétition à occuper ce poste. Quelle est votre réaction peut-être justement à cette victoire de la France? Ouais, je trouve ça génial qu'on ait remporté ce Bocuse. Et puis, j'ai trouvé que c'était une grande émotion en voyant la remise des prix hier. J'ai juste une petite frustration. J'aimerais être en cuisine pendant qu'ils préparent les plats pour voir comment ils font. On imagine qu'il y a beaucoup de pression, justement. Mais ce n'est pas si médiatisé que ça, ceci dit. Si on ouvre juste une petite parenthèse par rapport à la situation dans les pays du Nord, par exemple de l'Europe ou même du Japon. Ils sont venus avec des centaines de supporters à Lyon pour assister à la manifestation. Ça n'a pas pris pareil en France. Comment vous expliquez ça? Je n'en sais rien. La France est le pays de la gastronomie et pour autant on ne défend pas nos chefs alors. On est trop gâtés, ils sont là, donc voilà, on se déplace peut-être moins. Mais
sais quand même qu'il y avait beaucoup de supporters à Lyon, parce que j'ai une amie qui m'en a parlé à midi, qui en revenait. La France ne se repose pas trop sur ses acquis en matière de cuisine, parce que c'est toujours la référence, mais il faut faire attention aux autres pays aussi. Alors, je suis très admirative des pays du Nord que je ne connais pas, mais à travers ce que je vois. Le Danemark qui a fini donc deuxième sur ce Bocuse d'Or. Et ça fait plusieurs fois qu'ils remportent des prix, que ce soit la Norvège ou la Suède ou le Danemark. Je trouve ça extraordinaire que des pays qui sont a priori pas gastronomiques puissent remporter ce prix créé par la France. Et vous pensez que justement avec ce prix, ça peut créer encore un engouement autour des différents ateliers, une fois de plus autour de la cuisine d'une manière générale, donner envie aux gens de retourner derrière les fourneaux? J'espère. On va parler justement de ces ateliers. Vous les avez ouverts en décembre. La fréquentation, est-ce que ça marche bien justement? Ça se développe très bien, tout doucement, mais bien, de manière continue. Et au début, c'était surtout des gens que je connaissais qui sont venus de mon village ou des connaissances que j'avais d'avant des cours que je donnais depuis des années. Et maintenant, c'est grâce à Internet que je me fais connaître. Et comment se passent les cours? C'est entre 1 heure et 3 heures? Et à peu près, oui. Ça peut être aussi un cours à la journée, mais a priori, je ne fais pas ça parce que je sais que c'est très fatigant. Mais parce qu'on a la tension qui retombe. Et je fais des cours faciles en 1 heure ou 45 minutes où je montre qu'on peut faire un plat et un dessert très vite, qu'on remporte à la maison, mais aussi des choses un peu plus élaborées en 2 ou 3 heures que l'on peut manger sur place ou que l'on peut remporter. Il n'y a pas de prérequis. On n'a pas besoin de connaître un petit peu déjà Rien la cuisine. du tout. Même quelqu'un qui n'y connaît strictement rien peut venir dans votre cuisine. Tout à fait. Même si on ne sait pas casser un œuf, on peut venir. Alors effectivement, on part de très loin. Là, même si on ne sait pas casser un œuf. Je parle de vécu. Vous avez eu des gens, justement, le profil des gens qui viennent vous voir? De tout. Petits, grands, plus ou moins passionnés, des gens qui veulent ouvrir une chambre d'hôte, qui se disent bon, il faut que je prenne des cours de cuisine, que je m'entraîne, des gens passionnés, des gens qui se disent ah ça me plairait bien, qui se le font offrir par leur famille, c'est un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, donc il y a toutes les formes. Il y a des cours ponctuels ou aussi des abonnements, on peut venir plusieurs fois tout au long de l'année. Exactement, j'ai des groupes qui viennent régulièrement 1 fois par mois et d'autres 1 fois pour apprendre juste un sujet et puis qui reviennent 1 an après ou 6 mois après. Et j'ai les enfants qui reviennent le plus souvent pour leur anniversaire et ils veulent revenir l'année suivante. Oui, parce que effectivement vous préparez les goûters d'anniversaire, vous accueillez plusieurs enfants tout au long de la journée. Voilà, alors c'est 2 formules, soit c'est le déjeuner d'anniversaire, ils préparent une entrée, un plat, un dessert ensemble, qu'on déguste tous ensemble ensuite. Et sinon, l'autre formule, c'est plus pâtisserie. Et ça, c'est le vrai goûter d'anniversaire. Et ils font des petits gâteaux qu'ils remportent à la maison. Mais ils dégustent aussi sur place le gâteau d'anniversaire qu'ils ont décoré. Mais il y a tout de même un âge minimum, hein, c'est 8 ans. Hein, 8 c'est ça, ans, pour oui. pouvoir participer, au moins être à l'aise. Absolument. Ne pas faire de bêtises dans la cuisine, parce qu'il faut tout de même y faire attention. Il y a un prix, j'imagine. La cuisine, c'est facile, mais est-ce que ça coûte cher? Non. Pas du tout. On ne va pas donner les prix de l'ensemble des cours parce que j'imagine que c'est très différent. Voilà, c'est très différent suivant les formules. Et si on veut suivre un cours très ponctuel de 2 heures, par exemple. Un cours ponctuel de 2 heures, c'est entre 40 et 50 euros. 60 euros pour le foie gras parce que c'est un produit un petit peu plus cher. Mais globalement, c'est 50 euros pour 2 heures de cours et vous repartez avec ce que vous avez fait. La semaine dernière, j'ai donné un cours macarons. Mes élèves sont repartis avec une bonne vingtaine de macarons chacun. Est-ce que vous avez aussi le sentiment de surfer un petit peu sur cette vague des émissions de télévision autour de la cuisine? Pas du tout. Pas du tout, je me sors un petit peu à part parce que je suis débordée par mon métier et je n'ai pas le temps de suivre ce qui se passe à la télévision. Je ne suis pas une bonne spectatrice. Vous en pensez quoi de toutes ces émissions, justement? Même si vous n'avez pas le temps de les regarder, je pense que c'est très bien. Positif. Oui, c'est très positif parce que, surtout auprès des jeunes, je me rends compte qu'ils sont admiratifs de ces chefs et que ça leur donne envie et qu'ils ont aussi envie de faire des choses à la maison. Et ça, je trouve ça génial. Effectivement, on voit sur ces images encore toutes ces grandes chaînes de télévision qui multiplient les émissions télé. Comme vous ne les regardez pas, je ne vais pas vous demander si c'est fidèle à la réalité, mais dans vos cuisines, est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que quand il faut envoyer, il faut envoyer? Parce que dans les vraies cuisines, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Voilà. Donc alors, chez de temps vous en aussi, temps, non. Vous leur mettez pas la pression? Non, je fais ça cool, mais de temps en temps, je joue le jeu en leur disant allez, on y va. Mais c'est plutôt sous forme humoristique. On va se rendre dans votre atelier justement à présent. Le jour de notre passage, vous aviez réalisé une tarte au citron. Meringuée. Meringuée. En plus. J'ai choisi des citrons qui viennent de Nice parce qu'ils sont très doux et c'est des citrons bio et qui ont un goût beaucoup plus subtil que les citrons qu'on trouve en général. Au menu du jour, la tarte au citron meringuée. Le chef, Sylvie Kempler, dispense ses cours de cuisine sucrée ou salée depuis décembre à Plaisir. Que les gens ont besoin d'apprendre les bases de la cuisine et pour le groupe qui l'a remporté, de découvrir la cuisine française. Sur la table, beurre, sucre glace, œufs, des produits issus de l'agriculture raisonnée, voire bio, et principalement de producteurs locaux. Farine du moulin de Versailles, beurre de Grignon, œufs de Rambouillet. La pâtisserie demande précision et rigueur
et pas un gramme supplémentaire qui pourrait modifier la structure du mets. Tout le monde refait après et avec plaisir, et je reçois des petits mails en disant j'ai réussi, et ça pour moi c'est la grande satisfaction parce que pour moi la cuisine c'est simple, c'est comme un jeu d'enfant et il faut que ça soit facile à faire, et je démystifie beaucoup de choses dans mes cours. Démystifier également la crème de citron ou encore la meringue. On fait chaque fois un petit menu voilà, donc avec des produits de saison, donc qu'on peut tout de suite reprendre à la maison. C'est aussi des choses qu'on ne fait pas forcément spontanément comme ça. Donc, c'est toujours sympa d'avoir une petite recette et justement le fait d'avoir un guide pour nous montrer un petit peu. Placez au four, saupoudrez de sucre glace et vos tartelettes au citron meringuées sont prêtes à être servies. Voilà pour ces tartelettes qui manquent en plateau. On aurait dû les ramener sur ce plateau. Je vous en rapporterai. On imagine que Valérie Auribeau, lors de l'atelier, a dû forcément se régaler. Quand vous faites ces différents ateliers, vous avez encore l'envie, la force de faire la cuisine chez vous ensuite? Pas de problème. Je m'y remets aussitôt rentrer à la maison parce que... Donc vous faites la cuisine toute la journée? Toute la journée, et pour moi, de cuisiner, c'est pour les autres, c'est du don. Voilà, êtes-vous un bon cuisinier? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. La parole aux téléspectateurs pour terminer cette séquence micro-trottoir. Je pense que je me débrouille pas mal. Tout ce qui est à base de fruits de mer et de poissons. Et puis quoi d'autre, j'aime beaucoup tout ce qui est asiatique. Donc j'ai plaisir à préparer ce genre de plat. Moyen. Steak frites. Puis les plats aussi, les pâtes en sauce, tous ces machins-là quand même. Ouais. Oui, je suis une bonne cuisinière parce que j'ai appris à regarder avec mes parents. Voilà, du coup... j'ai toujours aimé ça et j'aime bien cuisiner, donc je pense que je me débrouille pas mal. C'est plutôt plat salé en fait. Je suis un bon cuisinier, mais je ne cuisine pas. Avant de me marier, j'étais un très bon cuisinier. Vous aviez des spécialités? Oui, le soufflé à l'orange, le lapin au pruneau. Pas trop, je suis pas une très bonne cuisinière. J'aime bien cuisiner de temps en temps, mais seulement les choses un peu sucrées, les gâteaux, tout ça. Ah oui, je suis un bon cuisinier pour la bonne et simple raison que je sais accommoder à peu près tout ce qui reste dans le frigo. Ça a du goût et ma femme trouve ça bon. Donc j'en déduis que je suis un bon cuisinier. Un bon cuisinier, c'est ça sait finir les restes habilement. Ouais, c'est de ne pas faire de gâchis. Et c'était une des règles du concours, c'était surveiller, c'est justement éviter le gâchis. Et ce qu'on croit qui n'est pas bon, justement, on peut l'accommoder, soit dans des soupes, soit dans des tourtes. C'est les remèdes de grand-mère qu'on a un petit peu oubliés parfois. Et qui reviennent tout de même en ce moment. La cuisine, juste pour conclure, c'est une valeur refuge en temps de crise. Même en dehors des temps de crise. De toute façon, c'est très convivial de se retrouver en cuisine. Merci Sylvie Kempler d'être venue donc en plateau pour le 7-8, professeur donc de cuisine à plaisir. Votre site internet s'est affiché pour plus d'informations pour ceux qui voudraient vous rejoindre prochainement. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Des étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui ouvrent à nouveau l'affaire Dominici. Ils vont nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais sport, tout d'abord avec cette rencontre de football féminin entre le PSG et Montigny-le-Bretonneux pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Les féminines de Paris l'emportent 9-0, un résultat qui passerait presque inaperçu avec l'arrivée en fin d'après-midi de David Beckham dans l'équipe masculine. Mais pour autant, la rédaction était bien présente hier au stade de la Couldre. Résumé Anthony Reich. Il ne fallait pas être en retard au stade de la Couldre. Cueillis à froid dès la 2e minute de jeu, les Inimontaines se font surprendre sur l'ouverture du score de la Parisienne, Shirley Cruz. Cette première mi-temps entre Montigny et le PSG se résume à une attaque-défense. Les coéquipières de Kenza Dali sont supérieures techniquement et physiquement aux Inimontaines. Avec une circulation de balle à 1 ou 2 touches, les espaces se créent à l'image de ce débordement côté gauche où la défense saint-quentinoise laisse un boulevard à l'exceptionnel Laure Boulot qui délivre un modèle de centre en retrait à Tobin F. Les Vertes n'arrivent pas à se donner de l'air et rentrer dans le camp parisien balle au pied. Aucune occasion en première période. L'addition se sale très vite. 3, 4, puis 5-0 après les 45 premières minutes ponctuées par ce bijou de coup de pied arrêté, signé Lindsay Oran. Au retour des vestiaires, bis repetita, le PSG version Qatar gère son avance et accélère le jeu à sa guise, de quoi donner au score une allure de baby-foot grâce au triplé de Lindsay Oran pour étrier les Vertes, 9-0. Il faudra attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir les Inimontaines obtenir leur première occasion de but. La tête de Margot Robin réchauffe les 300 spectateurs mais n'inquiète pas la gardienne parisienne. Les joueuses de Jean-Dany Grosset pourront se consoler en se disant qu'il y a 2 ans, elles avaient perdu 13-0 face à l'Olympique Lyonnais.
En 16e de finale, les féminines du PSG se déplaceront à Tours le 17 février, pensionnaires de division d'honneur.